Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Sadio Ousmane Diédhiou, ce nom vous dit sans doute quelque chose. C'est le jeune médecin atteint d'aplasie médulaire. Ses proches n'ont pu récolter que 60 millions de francs CFA sur les 280 nécessaires à sa prise en charge et à son évacuation en France. Sadio Ousmane Diédhiou lui-même va nous parler dans ce journal. Le professeur Abdoulaye Bara Diop a été inhumé ce mardi. Nous reviendrons sur sa levée du corps ce matin. Des moments forts de souvenirs et de témoignages sur celui que l'on surnomme le père de la sociologie au Sénégal. La parole ensuite à ses étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les gargotes fortement touchées par la deuxième vague de contamination au coronavirus. Les gérantes confient que les clients se montrent plutôt méfiants, même si elles s'efforcent à appliquer les mesures barrières. Un sacré coup de massue pour leur commerce. Illustration dans cette édition. Et nous sommes mardi, un nouveau numéro de votre rubrique Réussir au Sénégal. À la rencontre ce soir du député maire de Nguékhor, Papa Songo Diouf. Il va nous raconter son histoire de jeune Sénégalais qui a une fois tenté l'immigration clandestine. C'est une maladie rare, l'aplasie médulaire. Il s'agit d'une incapacité de la moelle osseuse à produire de nouvelles cellules sanguines. Vous avez sans doute vu les images circuler sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Un jeune homme au visage frêle, Sadio Ousmane Diédhiou, qui est justement atteint de cette maladie très rare, l'aplasie médulaire. Sa prise en charge est estimée à 280 millions de francs CFA. Et jusque-là, sa famille et ses proches n'ont pu récolter que 60 millions de nos francs. Et aujourd'hui, Sadio Ousmane Diédhiou lui-même nous parle à cœur ouvert. Pape Ibrahima Ndiaye et Séléman Diallo l'ont rencontré pour ITV. Sa sérénité et son sourire qui se lisent sur son visage contrastent avec sa maladie très rare qui a fait basculer sa vie. Entouré par sa famille et ses amis, Sadio Ousmane Diédhiou se bat depuis 1 an contre une maladie aussi mystérieuse que dangereuse. Bon, je suis atteint d'une aplasie médulaire. C'est une pathologie qui est rare dans le monde et surtout ici au Sénégal. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de patients qu'on diagnostique une aplasie médulaire. Bon, les signes, c'est 3 axes principalement. Le syndrome anémique, le syndrome infectieux et le syndrome hémorragique. L'étudiant en médecine était à Saraya, une localité à Kédougou, pour y effectuer sa thèse de doctorat. Il commence à ressentir de la fatigue, la respiration sifflante, du sang qui coule dans les narines. Sans le savoir, Sadio Ousmane est atteint par l'aplasie médulaire. Finalement, il est évacué à Dakar. Des moments terribles pour lui. Bon, c'était pas si évident. La première chose qui m'est passée par la tête, ça je vais pas le dire ici, c'était un peu bizarre, mais la deuxième chose qui m'est passée par la tête, c'est que c'est de mourir jeune sans femme ni enfant. C'était vraiment terrible. C'était bizarre de penser à cette idée. Et surtout quand j'avais commencé à saigner, aussi j'avais très 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 peur. À un moment donné, on essaie d'oublier la maladie, parce que si on y pense trop, parfois on déprime, parfois on pense à la mort, parfois on fait des rêves où on est censé mourir. Aujourd'hui, pour vaincre cette pathologie qui détruit la moelle osseuse, SOD, comme l'appellent ses proches, a besoin de 280 millions de francs CFA pour subir une greffe en France. Une somme faramineuse, mais pas question pour ses amis de se décourager. Avec l'aide des Sénégalais, aussi avec un élan de solidarité qu'on a remarqué ces derniers jours au niveau des réseaux sociaux, au niveau des habitants de notre localité, Diamaguène, Sicap Mbao, et même les autres amis qui sont au niveau du quartier. Nous sommes levés comme une seule personne derrière lui en faisant une grande collecte au niveau du quartier. On a récolté en un jour, de 10h à 14h, une somme de 680 000 francs. Depuis le début de la campagne de collecte pour sauver Sadio Ousmane Diédhiou de cette pathologie qui lui ronge l'intérieur, le comité de soutien a réuni
près de 55 millions de francs CFA selon le dernier bilan. Un brin d'espoir pour Sod qui ne cesse de penser, bien sûr, à la mort. Je n'ai jamais pensé que c'était l'heure de partir. En tout cas, je ressens cette sensation. Je ne sais pas si ce serait le cas ou pas, mais en tout cas, je me sens confiant et je crois que je ne vais pas mourir aussitôt. Inch'Allah. Je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une maladie très rare, l'aplasie médulaire. Et je rappelle également qu'elle touche la moelle osseuse qui se trouve dans une incapacité à produire des cellules sanguines. Et c'est Omar Khan qui nous parle de cette maladie justement. L'aplasie est un terme médical qui désigne l'absence de cellules ou de tissus. L'aplasie médulaire touche essentiellement les jeunes de 15 à 29 ans, avec un autre pic d'incidence après 50 ans. La maladie peut être congénitale, on parle alors d'anémie Fanconi, ou peut être due à une exposition à des agents toxiques, médicamenteux, environnementaux ou professionnels. L'aplasie médulaire se caractérise par l'arrêt de production de cellules sanguines normalement synthétisées au sein de la moelle osseuse. La moelle osseuse ne produit plus ou presque plus de globules rouges, de globules blancs ou de plaquettes. L'aplasie médulaire résulte donc d'un dysfonctionnement de la moelle osseuse qui rend cette dernière incapable de produire des cellules sanguines et donc de remplacer progressivement les cellules circulantes destinées à mourir naturellement. La moelle osseuse des cellules dites souches présentes en petite quantité sont responsables de la production des cellules sanguines, globules rouges, blancs et plaquettes. Elles assurent le renouvellement quotidien des cellules, environ 1000 milliards par jour chez un adulte. Or, dans l'aplasie médulaire, ces cellules souches disparaissent, ne pouvant donc plus assurer le rôle de renouvellement des cellules sanguines dont la quantité va progressivement diminuer et de façon considérable. L'aplasie est responsable du déficit d'un ou de plusieurs types de cellules sanguines. Les conséquences de l'aplasie sont différentes en fonction du type de cellules déficitaires. Les globules rouges sont en charge du transport et de la distribution de l'oxygène dans l'organisme. Lors d'un déficit en globules rouges, l'anémie apparaît. Les globules blancs constituent le système de défense de notre corps contre les organismes étrangers, virus, bactéries, champignons, etc. Lorsque leur nombre n'est pas suffisant, notre corps se défend moins bien et des infections peuvent apparaître. Les plaquettes permettent la coagulation du sang et jouent un rôle primordial pour arrêter une hémorragie. Le déficit entraîne des troubles de coagulation et par conséquent des hémorragies. Il existe à ce jour 2 types de traitements de référence pour l'aplasie, la greffe de moelle osseuse et le traitement par immunosuppresseur. Le choix du traitement est effectué en fonction des bénéfices et risques de chaque technique pour le patient. Généralement prescrit en premier, le traitement par immunosuppresseur peut être efficace, mais les résultats ne sont pas immédiats. Un délai de 3 mois avant amélioration est généralement observé. Le sérum antilymphocytaire est le traitement de référence. Il est très souvent associé avec de la cyclosporine ou des corticoïdes. La greffe de moelle osseuse est le seul traitement réellement curatif. Il s'agit de remplacer la moelle osseuse du patient par celle d'un donneur compatible qui fabriquera des cellules sanguines normales. Elle est généralement proposée en premier choix chez des patients jeunes, moins de 40 à 50 ans, ayant une forme très sévère de la maladie. Ce traitement lourd peut entraîner des complications graves, mais la guérison est obtenue dans 70 à 80% des cas après 5 ans. Merci beaucoup Markane pour toutes ces précisions. Il s'en est allé à jamais, mais ses écrits vont rester. Ses livres racontent la marche de la société. Le professeur Abdoulaye Bara Diop est décédé hier. Sa levée du corps, c'était ce matin à la mosquée du Point E. Et voici quelques témoignages sur cet homme que l'on surnommait le père fondateur de la sociologie au Sénégal. Des témoignages recueillis par Moussa Fall. Si on parle aujourd'hui de la sociologie au Sénégal, c'est grâce à Abdoulaye Bara Diop. Mais il ne nous a pas seulement formés en termes de connaissances, mais aussi il nous a passé des principes, il nous a passé des principes de comportement et des valeurs. Et ce qu'on retient surtout de lui, c'était un homme de valeurs, qui nous a transmis des valeurs d'honnêteté, des valeurs de rigueur scientifique, des valeurs également de probité morale et d'éthique. Et c'est ce que nous retenons, et il nous a aussi montré qu'il n'était pas seulement un enseignant, mais aussi un père de famille, un père pour nous.
et il nous a tous coachés jusqu'à ce qu'aujourd'hui chacun de nous soit un responsable et tous les gens qui sont en train de former d'autres étudiants à l'université ailleurs sont issus de son école. Bara Diop faisait partie avec Boubacar Ly, qu'on a aussi perdu il y a quelques mois, de nos illustres professeurs. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup édifié sur la compréhension de nos sociétés, des sociétés africaines, à travers son étude magistrale sur la société Wolof, qui constitue reste encore une référence majeure. D'abord, une grande disponibilité d'enseignants et de chercheurs, très proche en fait de ces étudiants, très accessible malgré en fait son aura, malgré sa réputation. On avait vraiment affaire à une personne d'une très grande simplicité et d'une très grande proximité avec ses étudiants. Et voici à présent le bulletin santé du jour. Le coronavirus a fait 4 décès, 161 nouvelles contaminations sur un total de 1329 tests envoyés au laboratoire. 75 patients ont été déclarés guéris ce mardi et 35 sont encore en réanimation. Les élèves devenus des relais d'information face à cette deuxième vague de contamination au Covid-19. Des lots de masques et de produits antiseptiques ont été distribués aux écoles de Guédiawaye et ces élèves vont aussi mener plutôt une campagne de sensibilisation auprès notamment de leur famille. Mamadou Lamine Fati. Renforcer les mesures d'interdiction, notamment les rassemblements, pour éviter la propagation de la Covid-19. C'est la démarche du préfet de Pikine. Moustapha Ndiaye invite les populations à la prudence. Nous avons constaté, comme tout le monde, qu'il y a eu un certain relâchement noté chez certaines populations dans le respect des mesures édictées par les autorités centrales de l'État. Et nous avons le ministère de l'Intérieur qui a pris un arrêté et le gouverneur de la région de Dakar, à la suite de cet arrêté-là, a sorti un communiqué. Nous, au niveau départemental, aussi au niveau du comité départemental, nous veillerons naturellement à faire appliquer ces directives, ces mesures-là prises. Et c'est l'occasion aussi pour moi d'inviter les populations à ne pas se relâcher. À savoir que le virus, il est là, il est présent, il est là parmi nous. Et nous devrons tous nous engager résolument dans cette lutte-là pour combattre et bouter le virus hors de nos frontières. Pour éviter la propagation de la deuxième vague du coronavirus, le premier maillon de la chaîne de prévention reste les élèves, à travers une éducation au respect des mesures barrières. C'est du moins l'avis du professeur Daouda Ndiaye, du mouvement Action. Certes, il y a des élèves qui disposent de masques, mais dans une école, on peut avoir 400 à 500 élèves qui n'en ont pas. Et tous ces élèves-là recevront des masques. Je pense également que ça permettrait de régler beaucoup de problèmes en matière de lutte contre la Covid, parce que vous le savez, il y a deux mesures fondamentales. C'est le port de masque, qui permet d'éviter la contamination aérienne, mais également l'élevage des mains constamment, qui permettait d'éviter le transport du virus à travers un transport manipulé entre élèves de ce virus, mais également à travers le matériel géométrique. Les élèves du CM APIX Guinaw Rail Sud ont reçu 2000 masques du mouvement Action, une manière d'inviter les apprenants à partager l'information sur les mesures barrières avec leurs familles. Les gargotes à l'épreuve de la pandémie. Les clients se font rares dans ces endroits qui habituellement rassemblent du monde. Et oui, les gérantes de ces gargotes se plient quand même aux mesures actuellement en vigueur pour la survie de leur commerce. Aïssatou Kane Moussa Fall signe ce reportage. Il n'existe pas de saut métier. Ces vendeurs de repas dans les rues s'approprient bien la maxime. Des commerçants qui ont fait le choix de vendre des plats à manger sur place ou à emporter. Ces acteurs, représentant une part très conséquente de l'économie sénégalaise, ne sont pas épargnés par cette période de crise sanitaire. Nous sommes à Dakar, en face de l'université. Nombreux sont les commerces qui prennent part à l'agitation dakaroise. C'est le cas de ces vendeuses de plats de riz. Pour elles, la Covid-19 a beaucoup impacté leur travail. Le coronavirus a vraiment impacté notre activité. Avant, on vendait normalement et on finissait au plus tard à 6 heures. Mais avec la pandémie, on peut rester ici jusqu'à 19 heures. On a de la famille à nourrir, c'est pourquoi on se fatigue. Une mère de famille ne peut pas rester les mains croisées. Mais malheureusement, les étudiants ne sont plus nombreux.
En ce moment, la COVID-19 nous empêche vraiment de faire notre travail. C'est très difficile. Puisse le Seigneur nous l'enlever vraiment bientôt. Ces vendeuses de repas sont tenues de respecter et faire respecter les mesures barrières. Je porte mon masque. Quand je vais au marché, je le mets. Quand je cuisine et quand je viens ici aussi. J'utilise aussi le gel. On essaye de bien faire les choses, vraiment. Je respecte vraiment les mesures édictées par les autorités sanitaires. Personnellement, je suis toujours munie de mon gel antiseptique et je me lave très souvent les mains avant de toucher à la nourriture. Puisqu'on ne peut pas rester sans travailler, alors on est obligé de respecter les mesures sanitaires. Il n'y a même plus de bousculade ici car la vente ne marche plus. Pour ce qui concerne les étudiants, ils ont plus peur de la maladie que nous vendeuses. À chaque fois qu'on les aperçoit, ils ont toujours le masque sous le visage. Ces braves femmes, pour subvenir aux besoins de leur famille, sont déterminées dans la vente des repas qu'elles préparent dans la rue. Bien que la Covid a diminué leur clientèle, il est hors de question pour elles de lâcher prise et baisser les bras. Merci Aïssatou Kane. Et autre chose dans l'actualité de ce mardi, l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, oriente ses financements vers le secteur de l'élevage. Un atelier de partage a réuni partenaires techniques et structures financières. Le ministre de l'élevage, Ali Saleh Diop, revient au micro de Babacar Seck sur l'essentiel de cette collaboration. Saluer la forte présence des professionnels de l'élevage et la diversité des institutions qui prennent part à cet important atelier sur les chaînes de valeur des différentes filières animales ciblées par la délégation rapide à l'emploi des femmes et des jeunes dans le cadre du projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales PAVI, financé par la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. Ainsi, je voudrais me féliciter de la place accordée aux filières animales comme moteur de croissance dans le cadre de la mise en œuvre des projets phares du plan Sénégal émergent, compte tenu du rôle important du secteur de l'élevage au plan économique, social et nutritionnel, notamment en milieu pastoral. La priorité a été accordée au projet d'appui au développement de la filière lait, Prat-lait, au programme national d'autosuffisance en moutons, PRONAM, et le projet pilote de culture fourragère intensive, PPCFI, en plus du programme de protection zoosanitaire et du soutien au développement de l'entrepreneuriat. La libre circulation des personnes et des biens sur tout le continent africain, un rêve de l'Union africaine en phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2021. Pour le Sénégal, le défi sera de passer d'une intégration sous-régionale à une intégration continentale et de profiter surtout de sa situation géographique pour booster ses exportations en Afrique. Et le directeur de l'ACPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations, Dr Mali Diop, nous explique les enjeux des propos recueillis par Aliou Diouf. Il y aura une concurrence naturellement rude, mais le Sénégal est bien préparé, sachant que le Sénégal exporte 40% de ses produits en zone africaine. Les échanges intra-africains tournent autour de 15%. Les échanges intra-européens, 70%, intra-asiatiques, 51%. L'objectif, bien entendu, c'est de quitter 15% au bout de 2 ans, arriver à 30%, mais surtout à l'horizon de 2025, arriver à 60%, ce qui n'est pas évident. Mais ça, il faut savoir que le Sénégal est très très bien préparé. Le président de la République, depuis la mise en place du plan Sénégal émergent, a beaucoup insisté sur la partie transformation,
avec la mise en place des agropoles. Aujourd'hui, c'est déjà fait au niveau du centre et du sud. Il va rester l'agropole nord. Mais également, il est important de savoir que les parcs industriels, c'est des produits transformés qui pourront bien être utilisés dans les zones exportables. Nous travaillons beaucoup sur les produits de la mer, sur les produits artisanaux, sur les TIC et téléservices, donc c'est les biens et les services. Aujourd'hui, beaucoup de produits exportables au niveau du Sénégal sont prêts à être exportés donc, dans les zones africaines. Et face aux 54 économies de l'Union africaine, quel sera donc l'avantage du Sénégal au sein de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine? Les éclairages de l'éditorialiste Daouda Tall, recueillis toujours par Aliou Diouf. Le Sénégal est bien situé d'un point de vue géographique. Le Sénégal a une stabilité politique qui est quand même remarquable. Le Sénégal a également une économie relativement diversifiée par rapport aux autres, à d'autres pays africains qui généralement échangent principalement des matières premières, jusqu'à 95% parfois de leurs recettes d'exportation, c'est des matières premières non transformées. Ici au Sénégal, il y a une certaine forme de diversification de l'économie de base. Il y a également le fait que le Sénégal évolue dans la zone CEDEAO, qui est une zone d'abord de libre circulation des biens et des personnes, une zone économique et politique qui est maintenant, dont les contraintes sont pratiquement libérées. Donc cette CEDEAO a une expérience en matière d'échange, de commerce régional. Et je pense que si on transpose cette expérience sénégalaise au sein de la CEDEAO dans la ZLECAf, avec une adaptation, parce que là nous allons être dans une zone continentale, donc avec l'ensemble des pays africains, je pense que le Sénégal part avec de bons outils, avec des bonnes compétences également, et il peut vraiment faire quelque chose de bien et profiter de cette zone de libre-échange continentale africaine, mais à condition qu'il puisse le pays transformer ses produits, avancer dans cette transformation et également soutenir le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui va aller commercer en Afrique. Ce n'est pas forcément l'État lui-même. Et donc ça, c'est très important de soutenir le secteur privé, de diversifier les produits qui sont proposés, d'aller vers la transformation industrielle de nos ressources de base pour créer de la valeur ajoutée. Et ce soir, nous allons davantage faire connaissance avec le député maire de la commune de Nguékhor, Pape Songo Diouf. Et si je vous disais qu'il a une fois tenté l'aventure en mer, l'immigration clandestine, il va lui-même nous raconter tout de suite son histoire, puisqu'il fait partie aujourd'hui de ceux qui pensent que réussir au Sénégal est bien possible. Son portrait dans ce journal signé Adam Assar avec Cher Diop. L'actuel maire de la commune de Nguékhor est un ancien candidat à l'immigration clandestine. Papa Songo Diouf a tenté l'aventure avant beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Il sait de quoi il parle quand il conseille aux jeunes de saisir l'opportunité qu'offre leur pays. Je conseille aux jeunes de rester dans leur pays car les opportunités existent. Il y a énormément de terres arables. Il suffit un peu d'effort pour réussir au Sénégal. Ces opportunités, selon Papa Songo Diouf, sont nombreuses. Lui qui a commencé par le commerce s'est lancé dans la politique. Une voie qui lui a ouvert les portes de l'hôtel de ville de Nguékhor. Je me suis lancé dans le commerce, mais à un moment donné, j'ai pensé que je pouvais faire de la politique pour aider les populations. Aujourd'hui, j'ai réalisé beaucoup de projets. La mairie a financé les femmes, les jeunes et surtout les étudiants. Le député maire, Papa Songo Diouf, a fait toutes ses humanités dans sa commune. Papa Songo Diouf, Papa Songo Diouf est né à Nguékhor. Il est sérère. C'est dans cette commune qu'il a fait tout son cursus scolaire. C'est pourquoi il pense qu'on peut rester et réussir
au Sénégal. Merci beaucoup, Adam Assar. Une nouvelle success story à découvrir mardi prochain sur ITV. Mais avant de vous dire au revoir, il y a cette actualité des sports. Teungueth FC est qualifié pour les phases de poule de la Ligue africaine des champions. Le champion en titre du Sénégal, après son match nul à domicile, 0 but partout au stade Lat Dior de Thiès, s'est qualifié au tir au but pour la manche retour contre le Raja Casablanca, oui, au stade Mohamed V. Il a gagné donc, l'équipe a donc gagné après des tirs au but. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. La suite de la totale, le bloc d'information avec Cheikh Hassan Fall. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir.